Pendant que certains privilégiés s'amusent avec l'optimisation fiscale, les Français, ceux qui paient l'impôt sur le revenu, disposent d'un droit à la fois légal et moral, c'est celui d'obtenir une réduction fiscale importante grâce aux dons que l'on fait à l'association de son choix. La loi établit donc un principe simple, il y a la possibilité par son impôt de financer le projet de son choix et non pas celui que nous impose Bercy ou celui que nous imposera l'État de faire n'importe quoi avec notre argent. Alors en aidant TV Liberté, c'est l'assurance que notre impôt va à nos idées, que votre impôt va à vos idées. Chers téléspectateurs, nous allons repartir aujourd'hui 500 ans en arrière pour célébrer un anniversaire. En effet, en octobre 1517, eh bien, un noble portugais, Fernand de Magellan, se rendait à Séville pour aller présenter un projet tout à fait extraordinaire, celui de rechercher vers l'ouest la route des Indes orientales. On sait que quelques années auparavant, déjà, Christophe Colomb avait découvert l'Amérique, d'autres voyageurs, lui-même au cours de voyages ultérieurs, Ojeda, Amerigo Vespucci, avait commencé à dessiner les côtes orientales de ce nouveau monde tout à fait inattendu. En 1513, Vasco Núñez de Balboa avait traversé l'isthme de Darien à hauteur de Panama pour découvrir ce qu'on appelle alors la Grande Mer du Sud, qui va devenir plus tard l'océan Pacifique. Et la grande idée qui titille tous les géographes de l'époque, évidemment, c'est de trouver un passage entre l'Atlantique et cette grande mer du Sud située à l'ouest du Nouveau Monde qu'on va bientôt appeler l'Amérique. Et c'est dans ce contexte que va intervenir l'aventure extraordinaire de Hernão de Magalhães, un noble portugais qui, au service de l'Espagne, va réaliser, pas lui-même d'ailleurs, mais tout du moins son expédition, va réaliser le premier tour du monde. Alors ce Hernão de Magalhães, qui est-il? C'est un noble portugais de petite noblesse. Il est né à Porto et non pas dans la province de Trás-os-Montes comme on l'a longtemps cru. Vers 1480, il a été page de la reine Éléonore de Portugal, puis s'est retrouvé au service de la marine royale à partir de 1504. Il a à l'époque donc 24 ans à peu près. Il va participer à une expédition de l'amiral de Almeida vers les Indes orientales. En 1506, il reçoit son baptême du feu lors du siège de Cananor en Asie. Il est blessé. Il va repartir ensuite vers les Indes orientales, cette fois avec l'expédition de Lopez de Esquerra, et cette fois en direction de Malacca. Et là, il va se couvrir de gloire en éventant les pièges d'un potentat local, permettant à la flotte portugaise menacée d'être sauvée. Il va réussir à exfiltrer la majeure partie de l'expédition dans des conditions difficiles. Ensuite, à l'occasion d'un naufrage, il va
va avec quelques compagnons rester sur des récifs en attendant une expédition de secours, dans un contexte où les Portugais marquent des points dans la région d'Asie sur laquelle ils ont jeté leur dévolu, puisqu'en 1511, la chute de Malacca va ruiner le commerce musulman des épices dans l'océan Indien et va voir les débuts d'une ère qui fera de cet océan un grand lac portugais. Alors, Magellan est donc un familier des Indes orientales. Il a un de ses amis installé dans l'île d'Amboine, aux Moluques, un ami qui le presse de le rejoindre d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans leur échange de correspondance, il est question de venir par la route habituelle des Portugais, c'est-à-dire celle qui contourne l'Afrique, le cap de Bonne-Espérance, et ensuite file vers les côtes indiennes. Et puis on évoque aussi la possibilité d'une autre route, ce qui semble laisser entendre que déjà on pensait à une navigation vers l'ouest qui permettrait d'atteindre par ce biais les Indes orientales après avoir dépassé l'obstacle que constituait désormais le continent américain découvert par Colomb. Alors, Magellan, en attendant, qui était de retour au Portugal, va continuer à servir son souverain. Il va être engagé notamment au Maroc, mais il a servi 7 ans. Il a servi pendant 7 ans aux Indes. C'est un caballero fidalgo, un jeune noble ambitieux, mais on ne lui confie pas des missions à la hauteur de ce qu'il espère, car il est victime de cabale à la cour, il n'a rien d'un courtisan, on l'accuse de prévarication dans ses fonctions au Maroc, et finalement le roi Manuel va rejeter régulièrement ses offres de service et même l'autoriser à servir un souverain étranger, ce qui équivalait évidemment à une totale disgrâce alors qu'il a à peine 35 ans. Il ne se décourage pas pour autant, il s'est lié à un géographe, Ruy Falero, qui est convaincu que l'on peut contourner l'Amérique du Sud pour atteindre la Grande Mer du Sud, ce qui va devenir l'océan Pacifique. Déjà, les premiers explorateurs, les premiers navigateurs ont reconnu l'estuaire de la Plata et pensent que c'est en fait un passage en direction de la Grande Mer du Sud. Et Magellan voit tout l'intérêt que peut représenter cette piste, cette hypothèse, d'autant qu'il y a un souverain étranger qui peut être très intéressé par son entreprise, c'est le roi d'Espagne, puisque le fameux Parthave de Tordesillas de 1494, qui avait partagé le monde entre Espagnols et Portugais sous l'égide du pape Alexandre VI, eh bien ce Parthave du monde avait laissé planer des doutes concernant l'archipel des Moluques. Les Moluques étaient justement les fameuses îles à épices qui assuraient la fortune du Portugal, et que la Castille, évidemment, aurait bien vu tomber dans son escarcelle. Alors, Magellan va donc se rendre à Séville. C'est là, en effet, que se trouve le centre de toute l'aventure américaine pour le Nouveau Monde. Il y va avec un esclave, Enrique, qu'il a ramené de Malaisie. Il va à Séville, qui n'est pas la capitale de la Castille. La capitale de fait à l'époque, c'est Valladolid. C'est là que se trouve le jeune roi Charles Ier de Castille, le futur empereur Charles Quint. Mais à Séville, il va commencer à convaincre un certain nombre de responsables de la Casa de Contratación, la Casa de Indias, qui s'occupe des expéditions outre-Atlantique. Il a bénéficié d'un certain nombre de soutiens, notamment un noble portugais, chevalier de Santiago, qui lui a donné sa fille en mariage au passage. Il y a un noble castillan, Juan de Aranda, qui voit tout l'intérêt de son projet. Et finalement, il est reçu à Valladolid et peut rencontrer les responsables du Conseil de la Couronne, l'empereur, celui qui va devenir l'empereur Charles Quint, le roi Charles Ier de Castille, et il va réussir à convaincre ses interlocuteurs, notamment le cardinal Fonseca, qui était l'un des conseillers du souverain. De plus, un banquier ou un commerçant hispano-flamand, Christopher de Haro, va accepter d'investir dans l'entreprise, ce qui va inspirer confiance évidemment à l'autorité politique. Et en 1518, Charles Ier va conclure un contrat liant Magellan à la couronne, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'il va recevoir le droit exclusif pour 10 ans d'aller explorer les mers inconnues qu'il a prévu de reconnaître. Un 20e des revenus qu'il pourra tirer de son expédition lui seront assurés. Il sera, lui et ses lieutenants seront gouverneurs des territoires découverts, et la couronne s'engage à mettre à sa disposition 5 navires avec leurs équipages, et ce pour une durée de 2 ans. Donc des conditions tout à fait intéressantes pour se lancer dans cette grande aventure. Alors il faut recruter 250 matelots. Il faut préparer scientifiquement, en quelque sorte, le voyage, mais le géographe Falero, malheureusement, va abandonner le projet. Il ne sera pas du voyage. En tout cas, en août 1519, l'armada va quitter Séville, descendre le Guadalquivir jusqu'à la mer, jusqu'à Sanlúcar de Barrameda, afin de faire voile dans l'Atlantique. 5 navires, donc le San Antonio, la Trinidad, la Concepción, la Victoria et le Santiago, donc une assez grosse expédition, dotée de moyens militaires puissants, 58 canons en tout, un armement important. On emmène aussi de la verroterie pour échanger avec les naturels des pays découverts. On emmène aussi des vivres, et ce pour 2 ans. Donc on a prévu grand, hein. Mais il y a un problème qu'on n'avait pas anticipé, c'est que Magellan est portugais, et les capitaines espagnols qui sont sous ses ordres supportent mal son autorité, et ce qui va être à l'origine de conflits susceptibles de mettre en cause la réussite de l'expédition, comme on va le voir. Hein. Très vite, après l'escale des Canaries, on arrive dans les calmes plats équatoriaux. Juan de Cartagena, l'un des capitaines espagnols, se rebelle, critique le chef de l'expédition, qui va le faire arrêter. On le voit, les choses commence mal, mais cela dit, on arrive en novembre 1519 en vue des côtes brésiliennes. Au début de décembre, c'est la découverte de la baie de Rio, qui plonge dans l'émerveillement Antonio Pigafetta, le chroniqueur italien qui accompagne l'expédition et qui nous a laissé un voyage autour du monde, qui est un document évidemment exceptionnel pour suivre les aléas de toute cette aventure. On va rester pendant un certain nombre de jours dans la baie de Rio, mais on est là en territoire portugais, donc il faut évidemment être prudent et repartir rapidement vers le sud, où d'après la carte de Martin Behaim se trouverait un passage vers l'ouest permettant d'envisager l'accès à la fameuse Grande Mer du Sud. On longe la côte sud-américaine, on aperçoit une colline qui va être baptisée Montevideo par les marins, puis on va s'engager dans l'immense golfe de la Plata, où se jette ce qu'on appelait le Rio de Solis, du nom d'un des explorateurs antérieurs de cette région. On va pousser pendant 15 jours des reconnaissances dans ce Rio de la Plata, qui va en fait se révéler être un gigantesque estuaire, mais pas le passage attendu vers la Grande Mer du Sud. Alors donc on va continuer sa route. Le temps commence à s'étirer par rapport au projet initial, et il y a le problème de l'été austral qui va bien sûr bientôt se terminer, donc la perspective, plus on descend vers le sud, de conditions climatiques difficiles. On longe les côtes assez sinistres de ce qu'on appellera plus tard la Patagonie, puis on va devoir hiverner à hauteur du golfe de Saint-Julien, à 49 degrés sud, ce qui fait que après 9 mois de navigation pratiquement, eh bien on n'a pas trouvé trace du passage permettant d'accéder à la mer de l'Ouest, alors que les tensions s'aggravent avec les officiers espagnols. Magellan va se trouver confronté à une véritable mutinerie. Il va réussir à l'emporter face aux rebelles. Il va faire exécuter 2 des capitaines espagnols. Un autre sera abandonné sur la côte avec un prêtre qui était complice de la sédition. Donc on le voit, des moments assez difficiles.
et surtout plusieurs mois d'hivernage dans le golfe de San Julián, pendant lesquels on va réparer les bateaux, pendant lesquels on va prendre contact avec les indigènes, dont on remarque les grands pieds, d'où le nom de Patagon qui va leur être donné par les marins. Finalement, le doute commence à s'installer, évidemment, et quand le conflit apparaît avec les Patagons du fait des vols perpétrés par ceux-ci, il faut mieux rapidement repartir vers le sud, mais avec des conditions climatiques encore une fois difficiles, avec des tempêtes et avec le fait que beaucoup de temps a été perdu, ainsi qu'un navire d'ailleurs qui est jeté à la côte par la tempête. Un navire perdu, 3 des capitaines espagnols qui étaient à la tête de l'expédition au départ sous les ordres de Magellan sont maintenant mis de côté, arrêtés, ou certains ont été exécutés, et on ne trouve toujours pas le passage. Alors on continue à descendre vers le sud. Magellan se fixe même une limite. Il se dit qu'il va aller jusqu'à 75 degrés de latitude sud, et puis s'il n'a rien trouvé, il repartira vers la pointe méridionale de l'Afrique pour gagner les Indes par la route habituelle des Portugais. Encore des tempêtes, et puis finalement on arrive à hauteur du Cap des Vierges, et là une baie semble s'ouvrir vers l'ouest. 2 des navires vont partir en reconnaissance pendant 5 jours pour aller voir de quoi il s'agit. Effectivement, c'est un passage, c'est le canal de la Toussaint, c'est ainsi qu'il est baptisé, ce que l'on appelle aujourd'hui le détroit de Magellan. Un milieu fort peu engageant, avec ces côtes de Patagonie au nord, les côtes de la Terre de Feu au sud. On a aperçu de loin des bivouacs indigènes, d'où ce nom de Tierra de Fuego qui est donné donc à cette région. Et puis on va progresser dans ce gigantesque fjord qu'est le détroit de Magellan, 700 km de long. On va mettre 27 jours pour le parcourir, et on va le faire alors que il ne restera, quand on débouchera dans l'océan, dans la Grande Mer du Sud, que 3 mois de vivres disponibles. En plus, l'un des bateaux a déserté, un pilote, Esteban Gomez, a filé avec le San Antonio pour rejoindre l'Espagne. Donc des conditions extrêmement difficiles, extrêmement incertaines, quand 3 navires désormais seulement s'engagent dans les eaux de l'océan inconnu. Et dans cet océan, on va errer pendant plus de 3 mois sans apercevoir une seule terre. On avance un petit peu de manière incertaine, sans avoir aucun point de repère précis. Finalement, après avoir éprouvé des difficultés considérables, notamment la famine, on va arriver sans doute à l'île de Guam ou une autre île des Mariannes, que les marins vont baptiser l'île des Larrons, parce que les indigènes vont s'empresser de venir voler tout ce qu'ils peuvent à bord des navires. Mais enfin, ils sont arrivés en vue d'une terre. Cela dit, les difficultés ne sont pas terminées pour autant. On file vers l'ouest, on atteint ce que Magellan va appeler les îles de Saint-Lazare, qui sont en fait les futures îles philippines. On se rend compte là, parce que l'esclave Enrique comprend le langage des indigènes, que lui au moins a déjà fait le tour du monde, ce qui est évidemment une grande première. Les contacts avec les indigènes sont plutôt positifs, on érige des croix, on dit la messe, les perspectives d'évangélisation apparaissent prometteuses.
religieuse. Il y a même un potentat local qui reçoit le baptême. Bon, alors le problème, c'est que les Espagnols veulent chercher des alliances avec les pouvoirs locaux, les pouvoirs indigènes locaux, contre les Portugais qui, évidemment, ne leur veulent pas de bien. Mais en contrepartie de cette alliance avec les indigènes, ils doivent s'engager à participer aux luttes internes qui opposent ceux-ci, ce qui va évidemment se révéler fatal, puisque en avril 1521, eh bien, Magellan débarque sur l'île de Mactan pour aller vaincre son souverain pour le compte du roi de l'île voisine de Cébou. Et puis, on sait comment les choses se terminent. Les Portugais ne peuvent user de leur artillerie parce qu'il y a des récifs coralliens qui empêchent les navires d'approcher suffisamment près. On débarque les hommes, les fantassins, ils vont se trouver pris sous une pluie de flèches. Magellan est blessé, se défend comme un beau diable, mais finalement il est tué et ces marins doivent rembarquer en catastrophe. Donc l'aventure se termine ainsi en avril 1521, tout du moins pour le chef de l'expédition. Il va être remplacé par certains de ses lieutenants, mais la lutte va continuer avec les indigènes et l'affaire apparaît très vite tout à fait compromise, d'autant qu'il y a bien sûr le danger des Portugais qui poursuivent cette expédition espagnole dont les membres sont considérés comme des pirates. Alors on va être obligé de se rabattre sur faute d'effectifs suffisants parce qu'on a perdu du monde. On va être obligé de se rabattre sur 2 navires seulement. L'un des navires est incendié. Et puis là, eh bien, on connaît la suite. Juan Sebastián de Elcano va réussir à revenir en Europe en passant très au sud dans l'océan Indien pour échapper aux Portugais, en trompant les Portugais sur les côtes d'Afrique, en faisant croire qu'il rentrait d'Amérique. Et il va finalement regagner Séville après une première circumnavigation du globe, avec un point à signaler toutefois. Le navire, il y en a un seul qui arrive en Espagne, le Victoria. Il est bourré d'épices et cette simple cargaison fait que l'opération se révèle tout à fait rentable pour les sponsors qui l'avaient encouragé. Alors c'est une aventure tout à fait exceptionnelle que cette première circumnavigation du globe, et surtout elle reste le résumé en quelque sorte de ce décloisonnement du monde que l'Europe occidentale, d'abord les Ibériques et ensuite les Français, les Anglais, les Hollandais, que l'Europe occidentale va réaliser à partir du XVIe siècle. Certaines vocations se décident par hasard, par un enchaînement de circonstances ou une rencontre particulière. Ce n'est vraiment pas le cas de celle de Jean Bart, le célèbre corsaire de la guerre de course sous le règne de Louis XIV. Je vous rappelle que ce que l'on appelle la guerre de course, c'est l'ensemble des opérations navales menées par des hommes autorisés par lettre de course de leur souverain à attaquer les navires ennemis en leur nom. L'Europe, et la France tout particulièrement, furent la terre natale de corsaires légendaires. Vous connaissez Duguay-Trouin, Surcouf, et l'un des plus fameux d'entre eux, Jean Bart. Il est né le 21 octobre 1650 à Dunkerque et appartient à une famille de marins de père en fils depuis le début du XVIe siècle. Il y aurait presque des barres sur tous les navires de par le monde, car le nom n'est pas rare à Dunkerque et tout le monde navigue dans cette famille. C'est une famille flamande dont les membres vont s'illustrer sur la mer jusqu'au XIXe siècle. L'arrière-grand-père de Jean, Michel Jacobsen, qui fut d'abord corsaire et ensuite vice-amiral de la flotte du roi d'Espagne, était surnommé par ses adversaires le renard de la mer. Son grand-oncle, Jan Jacobsen, toujours sous pavillon espagnol, se fait sauter avec son navire plutôt que de se rendre. Un oncle de Jean Bart est tué après avoir attaqué 6 autres corsaires, 26 navires hollandais, et l'on retrouve aussi un Bart en 1652 en Méditerranée, tué alors qu'il prend d'assaut un navire anglais, cette fois-ci pour le compte de l'Espagne. Le père de Jean Bart, lui-même, est tué sous pavillon hollandais en combattant les Anglais. Car les Barts suivent le sort de l'histoire mouvementée de leur port d'attache, Dunkerque. Ils se battent sous différents pavillons, celui des Flandres, celui de l'empereur d'Allemagne, celui du roi d'Espagne, ou au contraire, sous celui des Hollandais.
La ville de Dunkerque est l'objet des convoitises des puissances belligérantes et se retrouve souvent au cœur des négociations. C'est ainsi qu'il s'en est fallu de peu que Jean Bart naisse espagnol. Mais 4 ans auparavant, Condé avait pris Dunkerque, en 1646. En 1652, la ville redevient espagnole. Et voilà qu'en une seule journée, le 11 septembre 1658, Jean Bart est espagnol le matin, français à midi, car Turenne a repris la ville, et finalement anglais le soir, car Louis XIV la cède à son allié anglais. En 1662, la ville redevient définitivement française, alors que Jean est déjà mousse, il a 12 ans. Heureusement pour le royaume de France, car nous allons voir que l'audace du corsaire et le génie du meilleur capitaine se sont incarnés en la personne de Jean Bart. À 12 ans donc, comme c'était courant dans les familles de marins, il est embarqué sur un navire hollandais, alors allié de la France, et participe ainsi au raid sur la Medway, mené par l'amiral Ruyter, qui amène les Hollandais aux portes de Londres et qui est l'une des plus grandes défaites navales anglaises. Dès l'année suivante, Jean Bart a 16 ans et le voilà nommé corsaire. Mais le renversement des alliances est tel que bientôt la Hollande devient l'ennemi du roi de France qui rappelle ses sujets. Jean s'exécute, mais il est rétrogradé à la place d'un simple matelot corsaire. Il ne le reste pas longtemps. Il est nommé lieutenant l'année suivante. C'est que Jean Bart ne passe pas inaperçu. Il est taillé à 23 ans comme un colosse blond aux yeux bleus. Il fera plus de 2 mètres à l'âge adulte. Un vrai homme du Nord avec un caractère affirmé et ombrageux, qui est accentué auprès des Français par son complexe de mal parler leur langue. Cela le rend susceptible, mais personne ne vient le provoquer. Et il est si courageux, se distinguant très tôt par ses actions héroïques, que son commandant le récompense pour sa conduite et sa bravoure en lui faisant donner le commandement d'un bâtiment, le roi David, qui est loin d'être un beau navire, mais avec lequel il remporte sa première victoire en capturant un bateau hollandais. C'est le début d'une série de prises plus importantes qui le mène à commander à 24 ans une frégate de 60 tonneaux et de 8 canons, la Royale. La fortune de Jean Bart est faite. Il peut se marier, il le fera 2 fois et eut de nombreux enfants qui malheureusement, dont peu seulement survécurent. Après seulement 3 ans de course, il a déjà enlevé 8 bâtiments armés en guerre et une multitude de navires de commerce ou de pêcheurs. Sa renommée arrive aux oreilles de Colbert et de Louis XIV, qui lui envoient une chaîne d'or pour le récompenser de ses exploits. Jean Bart est le premier capre, c'est-à-dire corsaire, de Dunkerque à recevoir cette récompense. Mais les attaques menées par Jean Bart ne sont pas sans danger. Le jour où, en mars 1677, il capture une frégate hollandaise, il est assez sérieusement blessé par un boulet qui lui enlève le gras de la jambe, comme il le raconte, et il est brûlé très sérieusement. Le 5 février 1679, la paix de Nimègue, qui met fin à la guerre de Hollande, prive Jean Bart de toutes ses activités corsaires, mais un armateur lui confie alors une magnifique frégate de 250 tonneaux et 26 canons, car sa réputation est faite. Jean Bart, en 5 ans de course, compte à son actif 81 prises de vaisseaux ennemis. Le roi de France prend alors une décision peu courante. Il nomme Jean Bart, qui est roturier, lieutenant de vaisseau de la Royale, grade réservé jusqu'alors aux aristocrates, et il l'envoie combattre les pirates en Méditerranée. Plus tard, quand la guerre de la Ligue d'Augsbourg se déclare, en 1688, Louis XIV fait aussitôt armée en course sur son propre compte. Seignelay, qui a succédé à son père Colbert comme secrétaire d'État à la marine, choisit sans hésiter Dunkerque et Jean Bart, auquel il confie une frégate du roi de 150 tonneaux, la Railleuse. Jean Bart, de nouveau, fait prise-surprise jusqu'au jour où il se trouve dans une situation périlleuse. En protégeant un convoi, avec son second capitaine matelot, un Provençal connu, lui aussi le chevalier de Forbin, se retrouve au large de l'île de Wight, dématé, et malgré une défense acharnée, ils sont faits prisonniers et emmenés à Plymouth. Un hasard heureux fait qu'un parent de Jean Bart, sujet du roi d'Espagne, se trouve sur place et fournit alors une lime aux prisonniers. Les voilà qui s'embarquent sur le seul bateau qu'ils ont pu trouver, une vieille yole sans voile et dont les rames sont de taille inégale. Heureusement, on leur a donné des provisions, un compas et une carte marine. Les évadés vont ainsi parcourir dans des conditions difficiles 130 000, soit 230 km en 3 jours, et arrivent épuisés à Erquy, près du Cap Fréhel. Leur rocambolesque et épique évasion fera leur gloire. Louis XIV fera des 2 corsaires des capitaines de vaisseau. Jean Bart, en revanche, n'est pas un homme de cour. Il déteste aussi l'administration avec laquelle il entretiendra toujours des rapports houleux. Son caractère abrupt, au langage franc et simple, fait tache au milieu des courtisans poudrés et à la parole soignée. Mais Louis XIV ne tiendra jamais rigueur aux corsaires de ses impairs, reconnaissant avant tout les qualités essentielles de l'homme. Un jour, le roi informe lui-même Jean Bart qu'il le fait chef d'escadre.
Loin de le remercier, le marin, considérant la nomination comme normale, car en accord avec ses compétences, et selon lui faite par souci d'efficacité, lui répond « Vous avez bien fait, sire ». Les courtisans s'esclavent, prêts à la moquerie, devant la simplicité de la réponse, mais le roi les arrête et leur dit « Vous vous trompez, messieurs, cette réponse est d'un homme qui sent ce qu'il vaut et qui compte, en poste, m'en donner de nouvelles preuves. » Une autre fois, Jean Bart va encore démontrer ses qualités d'homme courageux, de stratège, ainsi que celles d'un marin hors pair. Lorsque la rade de Dunkerque, bloquée par 37 vaisseaux anglais, il part à la tête de l'escadre du Nord, appareille pendant la nuit, et au lieu de passer par le chenal, il gouverne sur les bancs de sable avec seulement quelques centimètres d'eau sous les quilles. Il prend l'ennemi à revers et inflige une nouvelle fois des pertes importantes aux Anglais. Le roi va le recevoir une nouvelle fois à Versailles et demande à Jean Bart comment il est sorti de Dunkerque malgré les Anglais. Les courtisans, encore avides de savoir comment Jean Bart va s'en sortir avec son mauvais français, se groupent tous autour de lui, goguenards, pour écouter. Jean Bart, qui n'est pas dupe, répond au roi « Comme cela, sire !» et joignant le geste à la parole, fonce vers les courtisans qu'il bouscule tels les Anglais, ce qui fit bien rire le roi. Une autre fois, en 1694, le royaume manque terriblement de blé à cause de mauvaises récoltes et du blocus de la Ligue d'Augsbourg. La famine est proche. Louis XIV charge alors ses corsaires et Jean Bart en particulier d'assurer les routes maritimes pour permettre le passage des navires chargés de blé en provenance de Pologne et de Russie. L'ennemi exerce un barrage impitoyable. Jean Bart, à la tête de 7 navires de 18 à 54 canons, va en Norvège et en ramène en février 30 navires de blé qu'il a fait sortir de la Baltique en se glissant entre 2 escadres anglaises et hollandaises et parvient à les faire rentrer dans Dunkerque, malgré la présence des navires anglais partout aux alentours. Bientôt dans tout le royaume, la nouvelle de cet exploit se répand, le nom de Jean Bart est auréolé de gloire et elle sera récompensée par la remise par le roi lui-même de la croix de chevalier de Saint-Louis. Cette récompense n'endort pas Jean Bart qui repart à Dunkerque, il faut encore du blé. Voilà le formidable corsaire à la tête d'une escadre composée de 5 frégates, d'une corvette et 2 flûtes. Le 29 juin 1694, au large de Texel, 100 voiles ennemies apparaissent. Ce sont des navires ennemis remplis de blé, mais escortés de 3 navires et 8 vaisseaux de guerre hollandais, dont l'un bat pavillon du fameux contre-amiral de Vries. Jean Bart réunit ses capitaines. Il faut combattre et reprendre la flotte ou y rester. Il décide de se charger lui-même du vaisseau amiral. À l'abordage, chaque navire de l'escadre de Jean Bart fonce sur le bateau ennemi qui lui a été désigné. Les grappins s'accrochent, puis c'est le combat d'homme à homme à coups de hache de sabre et de pistolet. La lutte est rude et Jean Bart, son cordon de Saint-Louis sur la poitrine, sabre au clair, est en première ligne. Il lance des grenades que lui passe un matelot et qu'il allume à l'aide d'une mèche enflammée qu'il tient entre ses dents. Finalement, le pavillon du vaisseau amiral ennemi est pris, 3 vaisseaux hollandais sont capturés, les autres fuient, 30 navires de blé sont ramenés à Dunkerque, le prix du blé s'effondre, la France est sauvée de la famine. À la suite de ce nouvel exploit, Louis XIV anoblit Jean Bart qu'il fait chevalier. Dans la lettre qu'il lui envoie, le roi écrit « De tous les officiers qui méritaient l'honneur d'être anoblis, il n'en trouve pas qui s'en soit rendu plus digne que son cher et bien-aimé Jean Bart. » Voilà quelques-uns des plus hauts faits d'armes du corsaire, mais nous aurions pu en raconter d'autres. Après une période de paix où le chevalier sera commandant de la marine, où il s'ennuiera quelque peu, en 1702, il accueille avec soulagement l'annonce de la guerre de succession d'Espagne et repart à bord du Fendant, un navire de 70 canons. Mais Jean Bart avait depuis toujours une habitude connue de tous. Il fumait la pipe en permanence. Au point que, même en visite à Versailles, malgré l'étiquette, il se mettait près d'une fenêtre pour sacrifier au plaisir de fumer du tabac dans sa longue pipe de marin. Cette habitude finit par lui fragiliser les poumons. Quand il reprend la mer, le géant blond attrape froid, la fièvre se déclenche quand il est encore à bord et lorsque le navire revient à Dunkerque, Jean Bart meurt d'une pleurésie le 27 avril 1702 à l'âge de 51 ans. Il est enterré en grande pompe dans l'église Saint-Éloi de la ville. Alors aujourd'hui, le souvenir de Jean Bart est encore vivant à Dunkerque. Chaque année, pendant le carnaval, les Dunkerquois, à genoux, devant la statue du héros, les bras levés, entonnent la cantate de Jean Bart. Jean Bart, salut, salut à ta mémoire. De tes exploits, tu remplis l'univers, ton seul aspect commandait la victoire, et sans rival, tu régnas sur les mers. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Nicolas Ross, qui est un spécialiste de l'histoire russe contemporaine, de l'histoire russe au XXe siècle, et qui vient de publier aux éditions des Syrtes, de Koutiepov à Miller, le combat des Russes blancs 1930-1940, aux éditions des Syrtes, qui se sont spécialisées dans une large mesure dans l'histoire russe et qui nous ont donné ces dernières années d'excellents travaux en ce domaine.
Alors, Monsieur Ross, vous nous aviez déjà donné un certain nombre d'ouvrages sur ces questions, sur l'émigration russe en France, à la fin de la Révolution et de la guerre civile, un ouvrage sur Wrangel, l'un des chefs emblématiques des armées blanches, un précédent ouvrage sur le général Koutiepov également, et celui-ci apparaît un petit peu comme la suite du précédent, mais avec vous, c'est de manière plus générale que nous allons parler de cette émigration russe blanche et de la résistance qu'elle a tenté de mettre en œuvre face au régime soviétique durant toute cette période. Alors d'abord, il faut rappeler un petit peu le contexte originel. La révolution russe donc éclate en 1917 avec ses deux étapes, février et octobre. Les bolcheviks s'emparent du pouvoir. C'est le début très rapidement d'une guerre civile qui va durer en fait pratiquement jusqu'en 1921, qui va voir l'armée rouge de Trotsky l'emporter sur les diverses armées blanches. Et à partir de ce moment, eh bien, on a un phénomène important, un phénomène massif d'émigration, notamment vers la France. Alors, dans quelles conditions est-ce que tout cela se réalise donc au sortir de la guerre civile ? Je crois qu'il faut remonter au 7 novembre 1917, au fond, puisque la résistance au pouvoir bolchevique a commencé au lendemain de la prise du pouvoir par les bolcheviks. Contrairement, par exemple, à la Révolution française, où il a fallu attendre un certain temps pour que se forment les armées vendéennes ou les chouans. Bon. En Russie, ça s'est fait tout de suite. Les bolcheviks ont pris le pouvoir à Pétrograd, comme on appelait Saint-Pétersbourg à l'époque, et c'est à peu près tout. Dans la plupart des autres régions du pays, ils n'étaient pas au pouvoir, en particulier à Moscou, où dès le lendemain a éclaté une révolte des élèves officiers, des lycéens, des élèves des corps des cadets, qui ont essayé de réagir. Bon, alors ça a été un échec, et ça a été le début d'une résistance dont vous avez parlé, qui a duré durant toute la guerre civile. Alors, en Sibérie, ça a duré jusqu'à la fin de 1922, la dernière évacuation a eu lieu donc à ce moment-là. En Europe, c'est l'évacuation de Crimée en 1920, qui est l'événement emblématique en novembre 1920. C'est-à-dire l'armée de Wrangel. Oui, et aussi un certain nombre de civils qui partaient pour sauver leur vie, simplement. Il y a eu un tel affreux massacre après leur départ qu'ils ont bien fait. Bon. Il y en avait eu avant aussi, d'ailleurs, parce que la terreur s'est installée de manière quasi automatique. Ça a été la terreur la plus forte, puisqu'on a parlé de 100 000 victimes, quand même, civils et militaires, dans les mois qui ont suivi l'évacuation. Pour l'époque, c'est un beau chiffre. Donc, ensuite, il y a eu cette évacuation, qui était largement une évacuation de soldats, enfin d'officiers, surtout d'officiers, bien sûr, de Cosaques. Il ne faut pas oublier que les Cosaques étaient très nombreux à avoir suivi les Blancs, et aussi de leurs familles. Et il y a eu des flots qui sont partis du sud de la Russie, c'est vers les Balkans. D'abord dans des camps de cantonnement dans la région de Constantinople, puis à Gallipoli et sur l'île de Lemnos, puis en Serbie essentiellement, dans le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, comme on l'appelait à l'époque, en Bulgarie. Ça a été l'un des flots. Et par le nord également, parce qu'il y a eu des armées blanches plus au nord, la plus importante est partie des pays baltes, d'Estonie, l'armée de Yudenich, qui est arrivée presque jusqu'à Pétrograd, dans la banlieue immédiate, mais bon, ça a été finalement un échec. Et là aussi, il y a eu un retour par les pays baltes, par la Pologne, par l'Allemagne, voilà. Alors beaucoup de ces émigrés russes vont choisir la France, en fait, comme destination. Oui, beaucoup, mais pas tous. Pas tous, il faut éviter une certaine approche franco-française qui, par exemple, est très gênante quand on commence à étudier les options qu'ils prendront à la veille et pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand vous étiez un émigré russe en Allemagne, vous n'aviez pas la possibilité de faire les mêmes choix que quand vous étiez en France. Vous voyez, donc il faut pas oublier cela. Alors, la France, c'est environ 100 000 émigrés russes. 100 000 émigrés. Un petit peu plus peut-être, mais pas les centaines de milliers dont on parle souvent. Une capitale, Paris, 40 000, Paris et sa région, et le reste dispersé, dans une large mesure dans le sud, Côte d'Azur, bon, surtout Lyon, voilà, un peu à Lille, et puis aussi un phénomène qui est très intéressant, qui est très particulier à la France, ce sont ces colonies ouvrières russes qu'on a trouvées dans des villes comme le Creusot, Colombelles, près de Caen, en Île-Vange, en Lorraine,
et d'autres également, donc, où se sont formées des colonies d'1 millier de personnes, quelquefois quand même, et qui ont vécu bien tant qu'ont vécu leurs membres. Alors cet intérêt pour la France, ce choix de la France, ça s'inscrit dans la tradition de l'alliance franco-russe des années 1890. Alors, on allait vers le pays allié. Oui, alors il y a ça, il y avait une grande francophilie, bien sûr, du côté russe. Il y avait la langue française qui était très connue. Bon, qui était la langue des élites russes à la veille de la guerre de 14. Oui, c'était la langue étrangère de loin la plus connue en Russie. Puis les Russes qui en avaient les moyens connaissaient la France, venaient à Paris. Bon. Donc il y a ça. Mais il y a aussi un autre aspect qu'il ne faut pas négliger. C'est celui qui a abouti aux chroniques de Billancourt de Berberova, c'est-à-dire des Russes qui viennent par contrat travailler dans les usines françaises. La France a été saignée par la guerre, elle manque de main-d'œuvre, et les patrons français ont l'idée d'envoyer leurs représentants là où il y a des Russes, dans les Balkans, et leur faire signer des contrats collectifs. Donc tout un groupe de membres d'un même régiment, ou parfois même d'une unité plus petite en Corse, viennent ensemble dans une ville de province française où ils s'installent, où ils construisent leur église, presque toujours, le plus souvent avec l'aide de leurs entrepreneurs. Parfois même, c'était stipulé dans le contrat qu'on les aiderait à construire un lieu de culte. Et donc il y a aussi ce fleu-là, et c'est beaucoup de monde. Ce sont des dizaines de milliers de... Alors cette émigration russe, elle est hostile évidemment au nouveau régime qui s'est installé en Russie, qui a réussi à sortir victorieux de la guerre civile en 1921, et elle va s'organiser pour, d'une certaine manière, envisager les moyens de continuer la lutte contre le pouvoir bolchevique. Oui, tout à fait. Et cette lutte prend tous les aspects que peut avoir une lutte contre un pouvoir. Il y a un aspect culturel. On garde la vraie culture russe et pas celle que les bolcheviks sont en train de créer en Russie. On garde la continuité des gens, simplement en éduquant la jeunesse dans des mouvements spécifiquement créés pour qu'elle reste attachée aux valeurs de la Russie éternelle, voilà, et qu'elle ne s'assimile pas vite, enfin le moins vite possible. On garde, bien sûr, on lutte dans le domaine de la création littéraire, Bounine et les autres, il y a beaucoup d'écrivains russes. L'art de l'émigration russe est un art libre qui ne sera pas influencé par le réalisme socialiste qui va bientôt dominer en Russie, etc. Et évidemment, on poursuit la lutte sur le plan militaire. Alors évidemment, on n'est plus en mesure d'aller combattre les armes à la main. Alors on essaye de voir ce qu'on peut faire d'autre et on entre en contact. D'abord on s'organise. Le général Wrangel crée l'Union Générale Militaire Russe, la ROVS, 60 000 membres au moment où il y en a eu plus, dispersés dans tous les pays d'Europe et d'Extrême-Orient d'ailleurs également, qui tiennent le contact, qui ont leur bulletin, qui ont leur chef, et qui ont le sentiment de continuer à constituer quelque chose qui peut être un danger pour l'Union soviétique, et qui peut effectivement l'être dans le cas où une guerre reprendrait. Alors au début, dans les années 20, au début des années 30, il n'est pas question de l'Allemagne. Il est question surtout de la Pologne, de la Roumanie, dans une certaine mesure de la Finlande, ce qui va effectivement se produire plus tard. Donc pour les soviétiques, cette émigration russe est dangereuse au cas où éclaterait un conflit. C'est ça. Où il pourrait y avoir des unités entièrement russe, avec le drapeau russe, avec un programme politique. Voilà, donc on obtient des soutiens et on arrive à faire, alors c'est l'action clandestine, par le sud, par la mer Noire, ou bien par la frontière, surtout polonaise et finlandaise. Des gens vont en Russie, vont essayer d'organiser des actes terroristes, ça ne marche pas du tout, parce qu'ils sont trop peu nombreux, mais également aussi, je dirais, c'est surtout le renseignement, savoir ce qui se passe réellement dans le pays. Donc, au cas où, savoir comment faire. Mais de fait, des actions concrètes de résistance, c'est une émigration qui est trop lointaine, une résistance trop lointaine qui n'est pas en mesure de les mettre en œuvre. D'autant qu'on a affaire à un régime tout à fait autoritaire, dictatorial, de contrôle social généralisé. Oui, mais
Bon, d'abord, il y a ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est le sentiment en Union soviétique que ça pourrait être dangereux. Donc, les soviétiques luttent contre les Blancs, ils enlèvent le général Koutiepov, le chef de ces Blancs qui luttent en 1930. En 1937, c'est le tour du général Miller. Donc, ça montre quand même que ce sont des opérations compliquées à exécuter dans un pays théoriquement ami. Qui sont enlevés en France. Ils sont enlevés en France, tous les deux, oui. Alors, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé pour Koutiepov. On ne sait toujours pas le détail de l'opération, malgré l'ouverture des archives soviétiques, on n'a pas retrouvé le détail de l'opération. Ouverture très relative, et malgré, je fais partie d'une association des descendants des anciens combattant de Gallipoli, qui a essayé d'obtenir des autorités en s'adressant au plus haut sommet des éclaircissements sur le sort de Koutiepov, et rien. Alors la réponse, c'est que les dossiers se sont perdus. C'est pas. En revanche, pour Miller, pour le général Miller, le successeur de Koutiepov, là on sait très bien, puisque au début des années 90, pendant les 2 ou 3 ans où les archives se sont vraiment entrouvertes, sont apparues plusieurs lettres qu'il a écrites alors qu'il était en détention à la Loubianka, à Moscou. Donc on sait qu'il a été amené là. Et sont des lettres d'ailleurs extrêmement émouvantes que je cite partiellement dans mon livre. En particulier, il s'adresse au métropolite Serge qui dirigeait alors l'église russe en lui demandant de lui envoyer une Bible parce qu'il n'a rien à lire et il sent que ce sont ses derniers jours et il voudrait pouvoir un peu... Donc, alors, c'est assez extraordinaire quand même ces enlèvements en France, en territoire étranger. Et quelles sont les réactions de l'État, du gouvernement français par rapport à ces interventions extérieures Bon, je dirais qu'on a quand même fait beaucoup d'efforts pour ne pas faire trop de bruit. Voilà. Et en particulier pour le général Miller, en 1937, c'était un gouvernement de Front populaire à l'époque, donc qui avait de bonnes relations avec la Russie, évidemment, qui soutenait les républicains espagnols contre les franquistes. Donc, on avait signé le pacte franco-soviétique en 1935. Certains ont prétendu, y compris des avocats qui ont participé au procès du général Skoblin, en fuite, et de son épouse la Plevitska, ont prétendu que les autorités françaises n'ont rien fait de particulier pour empêcher l'opération en cours, en particulier qu'elles ont appris l'embarquement du général Miller au Havre sur un bateau soviétique, le Maria Ulyanova, et qu'on aurait pu arraisonner encore assez près de son port de départ, mais on a prétendu que cela aurait créé un incident. Et en fait, si les gardes-côtes français s'étaient approchés, on aurait jeté le malheureux Miller à la mer. C'est évident. Donc, d'un autre point de vue... On a préféré fermer les yeux pour des raisons de politique internationale et de bonnes relations avec la Russie stalinienne. En revanche, la presse, elle s'est chargée de... Quelle a été la réaction de l'opinion? Ça a fait la une des journaux pendant plusieurs jours, ces enlèvements, surtout celui de Miller. Oui, bien sûr. Les journalistes français, c'était une histoire passionnante, d'ailleurs, de détectives, d'agents doubles, de faux Allemands vrais soviétiques qui ont participé à l'affaire. Voilà, tout cela, ça a fini par être Et est-ce que ces disparitions, ces enlèvements de chefs, de leaders de l'immigration et de son organisation politico-militaire, la ROVS, est-ce que ça va paralyser l'émigration russe? Est-ce qu'ils vont être remplacés, ces hommes? Alors, ils l'ont été, bien sûr, sur le plan formel. Un autre général a pris la tête de la ROVS, mais la ROVS elle-même n'est plus devenue dangereuse pour l'Union soviétique. On peut dire que ça a été quand même une réussite pour les services secrets soviétiques, ces opérations. Mais ce qui s'est passé, c'est que se sont formés des mouvements dissidents, disant que la ROV, c'est pas sûr du tout, qu'elle a infiltré. Donc d'autres généraux, le général Tourkou, l'un des héros de la guerre civile, qui commandait les unités, Drozdovski, parmi les plus vaillantes à cette époque, et qui avait un grand prestige, a fondé son propre mouvement. Un certain Ivan Solonevitch a fondé également son propre mouvement, et est né un autre mouvement, alors de jeunes, on l'a appelé le Komsomol blanc à l'origine, à l'époque le NSNP,
l'Union nationale de la jeune génération, voilà, donc son nom indique ce que ça voulait être, c'était des gens jeunes, non compromis, le critère d'ailleurs, il y avait un critère d'âge, on acceptait dans cette association que des gens qui n'avaient pas pu être propriétaires en Russie. C'est-à-dire, des gens qui venaient de terminer leurs études au maximum, qui étaient des officiers subalternes, mais pas des officiers supérieurs. Donc, pour que ça soit des intéressés, en quelque sorte. Voilà. Et ce mouvement-là, il est devenu de plus en plus important, et il existe encore de nos jours, bien sûr. À Moscou, il est rentré à Moscou dans les années 90, donc il a combattu pendant toute la période soviétique à partir de 1930. Et on imagine évidemment que cette émigration russe militante, elle est violemment dénoncée par le Parti communiste français. Oui, bien sûr. Qui, lui, est un inconditionnel du soutien à Staline et à la révolution bolchevique. Et pas seulement par les communistes français, mais aussi par les communistes russes qui résidaient en France. Je pense en particulier à Ilya Ehrenburg, qui est un écrivain, un journaliste connu, qui allait le soir se fournir en livres de l'émigration dans les librairies spécialisées, et qui le jour écrivait des articles qui lui étaient hostiles. Oui, tout à fait. Donc et est-ce que ces Russes émigrés ont bénéficié d'un certain nombre de soutiens dans la classe politique, dans le paysage politique français, ou est-ce qu'au contraire on est prudemment resté à distance? Alors, je dirais que c'était un peu sur le plan personnel. Dans la droite, la bonne droite classique, il y a eu des soutiens, par exemple, la revue des ambassades publiait des articles très favorables aux émigrés russes, ce milieu-là. Le général Miller avait de bons rapports avec le maréchal Pétain. Il correspondait. Et on peut penser qu'il lui fournissait des renseignements sur la situation en Russie que ces hommes allaient chercher sur place ou autrement. Donc là, il y avait de bons rapports personnels. Or, il y a un épisode qui est peu connu, mais qui est intéressant. Lorsqu'a éclaté la guerre d'hiver entre la Finlande et l'URSS, le gouvernement français, à un moment, a eu l'idée, peut-être, d'autoriser la formation d'unités russes qui allaient combattre aux côtés des Finlandais. Ça ne s'est pas fait, mais il y a eu un début. On avait même un plan d'intervention à un moment du côté du Caucase également. Alors, ça aussi. Contre l'URSS après l'attaque de la Finlande, et puis après aussi le pacte germano-soviétique. Mais le Caucase, c'était surtout les Anglais. C'était un peu leur chasse gardée depuis le 19e siècle. Donc là, effectivement, il y a eu des opérations. J'en ai pas parlé, mais dans les années 20 et 30, il y a eu des débarquements de petits groupes de Cosaques, surtout de Cosaques du Kouban, dans la région du Kouban, qui étaient envoyés là pour essayer d'opérer des soulèvements. Il y a eu quelques révoltes d'ailleurs aussi. Donc il y a eu une vraie activité, surtout dans le sud. Mais ces interventions n'ont pas eu prise quand même en profondeur sur la société soviétique telle qu'elle était en train de se constituer. Elles ont été utilisées par le pouvoir pour montrer que par la propagande du régime. Les Russes blancs, les bourgeois et les aristocrates veulent reprendre leurs biens et ils font des tentatives. Voilà. Et alors, il y a une question évidemment qui est intéressante à propos de ces émigrés russes, dont on voit bien leur hostilité fondamentale au régime bolchevique, et tout à fait compréhensible. C'est la situation qui intervient, en 1939 au moment du pacte germano-soviétique, et ensuite en 1941, quand l'Allemagne attaque l'URSS dans le cadre du déclenchement de l'opération Barbarossa. Alors quelle va être leur interprétation des choses et leur attitude dans ces moments précis? Alors je dirais qu'il y a 3 étapes. Avant août 1939, donc avant que la signature du pacte, dans ce cas-là, beaucoup dans l'émigration russe espéraient qu'une guerre entre l'Allemagne et l'Union soviétique permettrait un changement de régime. Alors là, il y avait toutes les nuances. Il y avait des gens pour lesquels Hitler était le chef auquel il fallait obéir et qui saurait conduire seul cette opération. Ils étaient peu nombreux. Il faut dire que c'était surtout des Russes d'Allemagne. Logiquement. Il y avait autant de Russes en Allemagne qu'en France, une centaine de milliers. Ceux-là pensaient souvent, mais pas toujours cela. Il y avait ceux qui pensaient
que l'on pourrait devenir allié des Allemands, que les Allemands autoriseraient la formation d'une armée nationale russe, ce qui va effectivement se produire avec l'armée Vlasov, en novembre 1944. Hein, oui, et puis avec les limites que l'on sait. C'était quelques dizaines de milliers d'hommes qu'on a réussi à former dans les derniers mois de la guerre, donc ça ne pouvait plus rien faire du tout. Donc, mais c'était aussi une option chez certains Russes blancs. Et il y avait aussi ceux qui pensaient qu'on pourrait simplement utiliser les circonstances, que ça crée un grand désordre, qu'il y aurait des zones de non-pouvoir où l'on pourrait agir, où on pourrait aller, où on pourrait essayer de construire une Russie nouvelle sur les bases de tel ou tel des mouvements émigrés. Bon. Donc il y avait ces trois attitudes-là, mais il y avait aussi, en France en particulier, des émigrés qui considéraient que la France a été un pays d'accueil qui leur a donné beaucoup, et que leur première fidélité, c'est celle-là. Donc, les Russes blancs les plus jeunes ont été mobilisés dans l'armée française, près de 6 000. Il y a eu 10% de pertes en 1939-40, quand même, donc, beaucoup plus que le chiffre général de l'armée française. Donc, ils ont payé le prix du sang. Et ensuite, il y en a qui sont allés dans la résistance, alors un peu dans la même optique, hein, le réseau du musée de l'homme, Boris Vildé. Oui, ou des personnalités comme Amil Akvari qui ont combattu avec la France libre. Oui, donc il y a eu ceux-là aussi qui se disaient qu'il faut montrer que les Russes sont fidèles à la France et après la guerre, peut-être que la France pourrait intervenir et aider à faire une Russie un peu différente. Mais donc il y a eu toutes sortes d'options. Et en 1941, est-ce qu'il y en a qui vont être tentés donc de rallier la croisade contre le bolchevisme, qui était en partie ça s'adressait à eux d'une certaine manière aussi, et qu'on va retrouver dans les rangs de l'armée allemande. Alors c'est assez bon. On va retrouver dans les rangs de l'armée allemande des Russes germano-baltes, hein, qui étaient... bien sûr. Oui. Bon, ceux-là, il n'y a pas de problème, ils étaient allemands de sang. Ou les Allemands de la Volga, peut-être des minorités et allemandes. En particulier, dans le milieu qui va préparer et exécuter l'attentat contre Hitler, il y avait beaucoup de Russes baltes, enfin de germano-baltes d'origine russe, qui parlaient le russe aussi bien que l'allemand. C'est un milieu qui en a fourni un certain nombre. Bon, mais... disons que autrement, il y a eu quand même un problème, c'est l'attitude des Allemands était une attitude au début de gens qui étaient sûrs de vaincre un pays semi-barbare. Bon. Les Russes blancs étaient peut-être un peu plus civilisés que les bolcheviks, mais guère plus. C'était quand même des sous-hommes. En fin de compte, toute la théorie du Lebensraum, de l'espace vital qu'il fallait conquérir à l'Est, et donc les Russes blancs n'étaient pas tellement les bienvenus. En revanche, les prisonniers soviétiques, qui venaient d'un régime dictatorial, qui avaient l'habitude d'obéir, qui n'avaient rien à perdre pour la plupart d'entre eux, parce qu'ils savaient très bien que s'ils revenaient au pays, ils seraient condamnés à de longues durées de goulag au mieux, même quelquefois simplement fusillés. Donc ils sont allés nombreux, près d'1 million de volontaires dans l'armée Vlasov, vous voyez. Mais parmi eux, il n'y avait pratiquement pas de Russes blancs. Il y avait quelques officiers qui occupaient des fonctions techniques dans le renseignement, par exemple. Mais la plupart d'entre eux étaient des soviétiques. Les blancs ont essayé d'aller... je connais l'un de mes amis qui a mon âge, son père est allé avec un copain en Russie pour essayer de former une unité russe. Mais seulement, les Allemands les ont expulsés au bout de quelques jours parce que quand ils ont vu le portrait d'Hitler dans leur futur état-major, ils l'ont enlevé. Bon, ça n'a pas été apprécié. Oui, c'était un idéalisme irréaliste, en quelque sorte, des gens qui pensaient que... Voilà. Alors toute cette émigration russe blanche que nous avons évoquée, que devient-elle à l'issue de la guerre et certains vont rentrer en Russie séduits par les promesses de Staline, ils vont évidemment être des victimes, et puis d'autres vont rester en France, et est-ce que l'on va les retrouver durant la guerre froide dans le combat anticommuniste? Bon, alors... beaucoup vont essayer de rentrer en Russie, mais ne seront pas admis en Russie ou admis sous conditions. Vous nous rendez quelques services en France ou ailleurs avant qu'on vous laisse rentrer. Et même dans ce cas-là, il y a eu je connais des cas, par exemple, de Russes qu'on a laissé aller en Bulgarie, mais pas en Russie même, jusqu'à la mort de Staline. Donc là, il y a eu toutes sortes de nuances. On a essayé d'utiliser les quelques milliers de Russes qui ont
ont fait ce choix-là, 10% environ peut-être des Russes de France. Hein. Dans les autres pays, je ne sais pas, en Belgique aussi, il y en a eu. Bon. Il y a eu cela. En ce qui concerne les autres, il y a une question d'âge. L'âge moyen, l'âge le plus typique de cette émigration russe, ce sont des gens qui sont nés entre 1895 et 1900. Donc déjà après-guerre, c'est la cinquantaine. Ça arrive à la cinquantaine. Alors on ne peut pas trop les utiliser pour des opérations de combat, vous comprenez bien. Bien sûr. Mais pourtant, dans la guerre froide qui débute, les Américains qui utilisent tout ce qu'ils peuvent, utilisent aussi l'idéologie blanche. Ils permettent aux Russes blancs, par exemple, de publier leurs souvenirs de leurs histoires de régiment, durant la guerre civile, etc. Un certain nombre de ces livres peuvent être transmis en Russie plus tard par les canaux qui vont se mettre en place, surtout dans les années 60, vous voyez, donc il y a ça. Et les Américains, d'abord les Anglais puis les Américains, vont soutenir activement, en revanche, la NTS, hein, le mouvement le plus dynamique, le plus jeune. Ça va aller jusqu'à envoyer des parachutistes en URSS, qui seront accueillis sur place, parce que la personne qui s'occupait de tout cela, c'était Kim Philby. Donc, évidemment, l'affaire était mal engagée. Là, merci beaucoup, Nicolas Ross, pour tous ces éclairages sur une histoire très mal connue, donc, qui est celle de ces réseaux d'émigrés russes blancs qui ont poursuivi la lutte contre les bolcheviks. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Nicolas Ross, de Koutiepov à Miller, Le combat des Russes blancs 1930-1940, donc publié aux éditions des Syrtes. Merci beaucoup.